Bonjour, la vidéo que je réalise est consacrée à l'analyse de la partie qui opposait Harry Pillsbury à Isidore Gunsberg. La partie s'est disputée au mois de septembre 1895 lors de la dernière ronde du tournoi international de Hastings, qui est un des tournois les plus importants de l'histoire des échecs et qui a été le tournoi qui a été à la fois la plus grande victoire d'Harry Pillsbury, mais aussi le tournoi qui l'a révélé et qui a fait de lui l'un des candidats au titre mondial les plus redoutables. Un Pillsbury, né en 1872, mort en 1906, effectivement, qui était un maître américain qui était peu connu, faisait son premier voyage en Europe, euh, sponsorisé, on va dire, en tout cas financé par le club de Brooklyn. Et à la surprise générale, il remporte ce tournoi devant tous les meilleurs joueurs du monde, à savoir Chigorin, Lasker, Tarrasch et Steinitz, hein, pour être dans l'ordre des 5 premiers. Pillsbury, qui effectivement pendant sa très courte carrière a été l'un des meilleurs joueurs du monde, en dépit d'ailleurs des problèmes de santé qui ont fini par l'emporter. Son adversaire est Isidore Gunsberg, maître anglais d'origine hongroise. Alors c'est un joueur qui est peu connu, qui est sans doute le moins connu de tous ceux qui ont disputé un championnat du monde, puisqu'il a disputé un match contre Steinitz en 1890, qu'il a perdu sans être ridicule. Il a perdu de 2 points, à 10 points et demi à 8 points et demi, mais face à un adversaire qui n'a pas non plus joué, j'allais dire, au maximum de son envie. Steinitz a facilement conservé son titre en dépit de l'écart. Gunsberg faisait partie des meilleurs joueurs du monde dans les années 1800, début des années 1890, et dans ce tournoi, alors qu'il est quand même encore considéré comme étant un des meilleurs joueurs du monde, et ben, il a fini en milieu de tableau. Je pense que Gunsberg fait partie, en tout cas des joueurs qui ont disputé le championnat du monde, doit être celui qui est souvent le moins cité dans les parties de tournoi, en tout cas comme gagnant. Donc la partie se dispute à la 21e et dernière ronde du tournoi. Pillsbury était en tête avec 15 points et demi devant Chigorin 15 points et Lasker 14 et demi. Et des trois, eh bien, il était le seul à avoir les blancs, puisque Chigorin avait les noirs contre Schlechter et Lasker avait les noirs contre Byrne. Et comme il l'avait d'ailleurs reconnu, eh bien, il pensait qu'un match nul suffirait pour qu'il gagne le tournoi, puisqu'il ne pensait pas que Chigorin pouvait battre Schlechter avec les noirs. Quant à Lasker, évidemment, il fallait un énorme concours de circonstances pour qu'il remporte le tournoi, puisqu'il fallait à la fois que Pillsbury perde et que Chigorin ne gagne pas, et qu'il batte Byrne. Bon, il a gagné, il a battu Byrne en 20 coups, mais bon, Lasker, qui était champion du monde, évidemment, euh, n'avait pas de chance réelle. Donc ça explique un peu le début de partie de Pillsbury. Évidemment, c'est une partie que l'on appelle parfois l'immortel de finale, en tout cas de finale de pion, et on va comprendre pourquoi. Donc Pillsbury a les blancs, il joue des 4, Gunsberg répond des 5, C4, C6, donc la défense lave. E3, voilà, un petit coup, ça protège le pion C4, hein, évidemment les théories sur le sacrifice du pion C4 dans la slave n'étaient pas du tout abordées. Gunsberg joue G6, donc le fianchetto du fou roi, qui était quelque chose de très très rare. On est quand même au début de l'élaboration de la théorie sur le gambit de dame. Mais on va retrouver des choses que l'on connaît aujourd'hui, KIC3, fou G7, cavalier F3, cavalier F6. Cette ouverture s'appelle la Grunfeld fermée. Hein, voilà, bon, parce que les noirs surprotègent D5 avec le pion C6 et il n'y a pas de prise en D5. Et si on prend D5, on prend avec le pion C. Et les blancs aussi ont joué E3, hein, c'est l'appellation de cette variante-là. À noter que aussi on peut l'appeler la variante Schlechter, du nom donc du maître autrichien, qui est en fait un mix, hein, vous le voyez, de la défense slave et de la défense Grunfeld. Donc les blancs continuent par fou D3, petit roc.
Et là, Pillsbury joue son coup favori dans le gambit de dame, son système qu'il a joué notamment dans ce tournoi, en particulier dans une confrontation contre Tarrasch, c'est cavalier E5. Voilà, il veut jouer cavalier E5 et F4, le schéma qu'il employait dans le gambit de dame. Sauf qu'ici, c'est moins bon. C'est un schéma qui est moins bon. Pourquoi? Parce que, tout simplement, bon, déjà, les blancs avaient installé le fou en G5. L'idée étant d'attaquer le roc, mais les blancs ne sont pas en position d'attaquer le roc, ils n'ont pas roqué. Et puis le fou en G7 est beaucoup mieux, je pense, dans ces structures-là qu'en E7. Donc, mais néanmoins, évidemment, on est encore une fois à une époque où il n'y a pas très peu de théorie, on est en élaboration de la théorie, les expérimentations, évidemment, faisaient justement cette théorie-là. Donc là, normalement, on joue soit petit roc, ou même on joue le coup H3, voilà, qui empêche le fou C8 de sortir en G4. Bon, ce sont les deux coups principaux. Cavalier E5. Alors là, le meilleur coup noir, c'est cavalier D7. Et si les blancs voulaient jouer F4, eh bien, il semble que le coup C5 réfute pratiquement la construction la construction des blancs, hein, voilà, parce que là on va détruire tout simplement le centre blanc, voilà, même si on doit provisoirement sacrifier un pion. Alors si on joue C prend D5, on prend D4 et on joue cavalier B6 et on récupère en D5, et vous voyez que le pion D4 est isolé, mais il y a aussi un problème avec le fou D2, avec le fou C1, qui est bloqué par son pion F4, et par exemple, attention, s'il va en E3, il y a cavalier prend D5 qui peut poser problème. Donc attention quand même, là les noirs ont un jeu plus libre, ils ont un petit avantage. Si les blancs jouent cavalier prend D7, cavalier prend D7, si on joue C prend D5, eh bien on prend en D4, et si on joue cavalier prend D5, on joue, je reprends la ligne, cavalier prend D5, E6, cavalier C3, C prend D4 et on récupère le pion. Donc, et là, les noirs ont une bonne position dans cette situation, notamment aussi par le fait que les blancs vont avoir, s'ils reprennent en D4, il y a fou prend D4, il y a un problème, c'est le roc. Donc, cavalier BD7, en fait, est le coup qui contre les blancs, et je pense que la meilleure réplique c'est cavalier prend D7, dame prend D7, petit roc, et si on joue tour D8 pour essayer de prendre C4 et de jouer C5 ou E5, on peut jouer dame B3. Donc là il n'y a pas de problème pour les blancs, mais il y en a encore moins pour les noirs. Bon, dans la partie, Gunsberg a joué D prend C4, d'ailleurs il profite du fait que le fou a joué, pour en fait consolider D5. Il installe le cavalier en D5 et en fait son idée après c'est de jouer fou E6. Donc pour sortir le fou, Pillsbury joue F4, fou E6, dame B3, B5. Donc là c'est vraiment le schéma voulu par Gunsberg, c'est de forcer en fait les échanges en D5 pour espérer annuler facilement. D'ailleurs, au passage, le meilleur coup des noirs, c'est cavalier D7. Ici, les noirs, en fait, obtiennent un très bon jeu. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas prendre en B7. Hein. Si, bon, l'échange, le meilleur coup, c'est probablement prendre en D5. Dame B7, hein, qu'est-ce qu'on fait? Cavalier prend E5, F prend E5, sur fou prend E5, sur fou prend D5, il y a cavalier D3 échec en intermédiaire, qui peut être problématique. F prend E5, tour B8, et là ensuite il va y avoir cavalier prend C3, et là il ne faut pas prendre en A7, il ne faut pas prendre en A6, mais enfin si on prend en C6, il y a cavalier B4, s'il y a dame A6, il y a aussi cavalier B4, qui gagne du matériel puisqu'il y a la fourchette en C2 dans les deux cas.
Donc là, par exemple, hein, si on joue dame prend A7, Caillé prend, fou prend E6, sinon on perd une pièce, F prend E6, B prend C3, dame D5. Et là, vous voyez les problèmes qu'ont les blancs. Hein, c'est l'insécurité du roi, le pion G2 qui tombe, la colonne F qui est ouverte, et là, il y a des attaques qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent se créer dans cette position. Une dame qui est très très bien placée. Euh, donc là, il y a quand même des soucis à se faire pour les blancs, et d'ailleurs les noirs estiment, enfin les ordinateurs estiment que les noirs sont très très bien. Donc on revient à la partie, donc dame B3, B5, fou prend, caillé prend, dame prend, C prend. Donc là c'est la position estimée par Günzberg en pensant que c'est nul. Alors, en tout cas que c'est égal. Alors, si on fait une évaluation de la position, effectivement, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques éléments qui sont importants. Bon, en termes de position du roi, les blancs, dans ce genre de position, ont un avantage parce qu'ils n'ont pas roqué, donc leur roi peut être centralisé plus facilement. Donc ça, c'est un point. Mais les noirs peuvent centraliser leur roi assez vite. Deuxième point, si on regarde les fous, bah, les blancs ont le mauvais fou, hein, les noirs ont le bon fou. Hein, le mauvais fou, c'est le fou qui est bloqué par ses pions. Et les noirs ont un fou en G7 qui peut être bon et qui d'ailleurs au passage peut s'échanger contre le cavalier s'il reste en E5, ce qui fait que ça peut être parfois utile de rester avec un cavalier noir contre un fou blanc, notamment sur la lutte pour les cases blanches. Maintenant, il y a une case qui est importante aussi, qui va être un enjeu pendant toute la partie, c'est la case C5. On voit qu'il y a un trou en C5. Pourquoi on peut parler de trou? Parce qu'en fait, cette case ne peut pas être contrôlée par des pions noirs. Et la suite de la partie va tourner autour de la lutte pour cette case, qui peut d'ailleurs, au passage pour les blancs, peut être à la fois contrôlée par le cavalier, mais aussi par le fou, qui peut se recycler via D2 et B4, hein, voilà, ou alors aussi évidemment avec la poussée B2, B4. Mais la poussée B4, dans ce genre de position, il faut faire attention parce que elle peut aussi condamner le fou de case, le fou D2, mais également le roi qui peut aussi essayer d'aller en C5 parce que là, l'une des idées, c'est que si on échange les pièces, si le roi va en C5, les blancs ont un avantage conséquent. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que c'est un avantage qui est énorme? Non. C'est un petit avantage blanc. Les noirs peuvent le neutraliser. Mais, évidemment, ça fait partie de ces atouts qui font qu'une partie peut basculer. Donc, et les prochains coups vont tourner autour de ça. Donc Pillsbury joue cavalier D3, bah, évidemment parce que sinon il peut y avoir fou prend E5 et cavalier D7. Cavalier D7, fou D2, tour HC8, donc autre thème aussi, la lutte sur la colonne C. Roi E2, E6, tour HC1. Alors là c'est un premier moment qui est important. Donc là Pillsbury joue pour la nulle, mais je pense que les blancs pouvaient quand même envisager de jouer A4 à un moment donné, peut-être tout de suite. Et là, il pouvait quand même poser quelques questions aux noirs, à savoir essayer de créer des faiblesses. Les faiblesses, ça peut être le jeu sur les colonnes. Alors, sur B prend A4, tour prend A4, c'est vrai que ça semble pas très bon, parce que les noirs ont une cible, en tout cas les blancs peuvent viser la cible à 7, mais il peut y avoir B2. Mais si on joue fou F8, tour H1, tour C7, les noirs sont passifs, mais pour l'instant ils tiennent. Mais attention aussi, c'est que les noirs peuvent aussi utiliser leur cavalier, pourquoi pas pour l'installer sur case blanche en C4 ou en E4. Par exemple, pourquoi pas jouer fou D6, éventuellement F6, ou jouer cavalier B6,
il y a des possibilités. C'est passif, mais les blancs doivent travailler pour renforcer leur position. Si les noirs jouent A6, apprend, alors on peut jouer tour C1, donc là il va y avoir lutte sur les deux colonnes. Alors on ne peut pas prendre en C1 puisqu'il y a tour prend A8 échec. On peut jouer fou F8 qui a l'avantage de replacer le fou sur une diagonale, sera plus utile. Éventuellement, si on veut contrôler E5, le jouer en D6. Mais là, il faut voir aussi qu'un coup comme tour A5 peut éventuellement causer quelques soucis. Là, c'est en plus, on attaque le pion B5. Donc là, les noirs doivent envisager des concessions qui sont pas du tout amusantes. Alors, si on joue cavalier F6 pour sacrifier le pion, c'est vrai qu'on peut éventuellement envisager un coup comme ça, cavalier E4 avec l'idée tour C2. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas jouer un coup comme roi D1 qui peut éventuellement neutraliser tout ça, ou voir cavalier F2 pour échanger le cavalier. Mais on reste avec un pion de moins, et la finale est défendable, mais c'est pas du tout évident. Si après tour A5 on échange, tour prend C8, on l'a dit, donc tour A7, fou B4, attention, roi G7, fou C5. Alors si on échange en C5, il peut y avoir D prend C5 et on a un pion passé qui peut être soutenu, et en plus avec le pion B5 qui va être très faible. Donc c'est pas terrible que ce soit par fou prend C5, D prend C5, soit par cavalier prend C5, D prend C5. Donc on joue tour B7 pour tenir, mais là peut-être qu'on peut continuer, soit par jouer peut-être qu'on peut jouer cavalier B4, ou on peut peut-être jouer B4. En tout cas, on peut renforcer la pression. Dans cette position, les blancs ont clairement, comme on dit, la position du siège du conducteur. Hein. C'est eux qui imposent leur point de vue. Donc ça, c'est pas vraiment le genre de position qu'on aime. C'est quand même très délicat à défendre, même si, on va dire, l'évaluation de la position n'est pas si mauvaise que ça. Donc je pense que A4 méritait d'être envisagé, et possiblement la meilleure solution serait de prendre A4. Pillsbury préfère échanger, donc proposer échanger tour, fou F8, tour prend, et là A4 aussi était pas mal. Alors peut-être que quand même l'échange en A4 et jouer tour C7 était meilleur, parce qu'il y a aussi une autre idée qu'on peut faire après tour C7, c'est de jouer tour B7 et contre-attaquer contre le pion B4. Donc ça peut être aussi une possibilité qui permet aux noirs d'avoir du contre-jeu. Hein. C'est évidemment des choses à envisager. Donc A4 était une option. Par exemple, si les noirs jouent tour C2, on joue roi D1, hein, ça sert strictement à rien. Mais donc Pillsbury joue la finale. Voilà. Et les noirs jouent fou D6. Et là, alors, il y a une légende qui dit que Pillsbury aurait entendu, de la part d'un spectateur, on ne sait pas qui, quelqu'un dire que Chigorin était gagnant contre Schlechter. Et donc, ça aurait été une mauvaise nouvelle pour lui, parce que Pillsbury aurait été rejoint par Chigorin au classement, si la partie était nulle, et Chigorin aurait sans doute au départage gagné le tournoi, puisqu'en plus Chigorin avait battu Pillsbury, et je crois que c'était la première ronde du tournoi. Donc là, évidemment, les choses semblent être au vinaigre, et c'est vrai quand on regarde la partie, alors à peu près, si on regarde du côté du même nombre de coups, c'est-à-dire autour du 20e, Chigorin a une bonne position, une très bonne position contre Schlechter. Donc là, Pillsbury continue la partie, fou D2, roi F8, fou B4. Donc là, il arrive à activer son mauvais fou,
roi E7. Et il place son fou en C5. Voilà, il arrive à le placer sur cette case C5 qui était tant convoitée. Et là, quand même, on a le sentiment que les blancs sont à peu près au maximum de leurs possibilités dans le déploiement de leurs pièces. Alors oui, c'est vrai que ce serait pas mal si le cavalier pouvait aller en B4. Bon, déjà, le fou C5 attaque le pion A, donc il va falloir s'en soucier. Mais c'est évidemment, il faut vraiment se poser la question, c'est est-ce que les blancs peuvent améliorer leurs pièces? Celle du cavalier D3, certainement. Maintenant, il y avait un coup qui aurait très certainement réglé la plupart des problèmes des noirs, c'est le coup A5. Pourquoi? Parce que A5, déjà défend le pion, mais aussi empêche les blancs d'occuper la case B4 avec une pièce. Et si les blancs jouent B4, eh bien, on peut jouer... on peut prendre en B4, déjà, possiblement, ou jouer A4. Et de toute façon, là, j'allais dire B4 peut régler le problème dans le sens où l'aile dame peut se fermer et il n'y a pratiquement plus d'occasion de percer. Donc A5 était sans doute le coup qui était nécessaire dans cette position. Là, Günzberg a joué A6, qui paraît logique, mais le problème c'est que le pion A peut devenir aussi une cible et que la case B4 reste disponible. Alors, Pillsbury en profite, il pousse les pions, mais comme je disais, il faut faire attention quand même quand vous jouez ce genre de coup, parce que ça paraît très fort, vous assurez le contrôle des cases noires, mais attention, vous concédez aussi le contrôle des cases blanches, c'est-à-dire que les noirs ont l'équivalent de C5. Pour eux, c'est la case C4. Donc il faut quand même bien analyser ça. Et en plus, ce qui peut être un inconvénient, c'est que vous fermez éventuellement la route des cases noires au roi blanc. Donc il faut trouver une autre façon d'avancer si nécessaire. Ici, Günzberg joue F6. Coup utile puisque F6 contrôle 5. Mais les ordinateurs proposent autre chose, proposent H6 ou cavalier B8. Et cavalier B8 tout de suite plutôt que quelques coups plus tard, c'était certainement meilleur. Même si c'est vrai qu'on pouvait se dire on prend en D6, on joue cavalier C5. Oui, mais on peut tenir encore une fois la position. Donc c'est vraiment à examiner. Cavalier C5, mais on peut peut-être jouer par exemple roi D6, roi C6, roi B6, jouer A5. Si on joue A5, on règle le problème du pion A. Et donc vous voyez que là, les blancs, c'est vrai, ont un avantage en finale. Il n'est pas énorme, mais vous voyez que quand même, ici, il y a quelques faiblesses. On a dit C5, mais le pion A6 devient une faiblesse. Donc, quand même, il faut quand même être attentif du côté des noirs. Pillsbury ensuite joue G4. Alors là, l'ordinateur propose roi F3. Un peu comme dans l'idée de la partie pour jouer E4. Mais là, Pillsbury joue G4. Alors, ça peut être intéressant parce qu'on peut envisager de jouer G5, pardon, qui est une des possibilités. Alors, là, que peuvent faire les noirs? Eh bien, Günzberg a décidé d'échanger en C5. Sans doute parce que il n'a pas vraiment trouvé d'autres coups utiles. Voilà, bon. Alors là aussi, il y a cavalier prend C5 qui est un peu moins orthodoxe. D prend C5, fou C7, roi F3. On entre quand même dans une finale qui n'est pas forcément idéale pour le fou C7. Dans la mesure où la position reste fermée. Donc, c'est plutôt effectivement les cavaliers. Là, on pouvait prendre avec le cavalier. Alors, voilà. Si on échange, on a ce fameux pion passé.
Mais Pillsbury préfère jouer B prend C5 qui est complètement naturel dans cette position. Donc là, là, on est au moment critique de la partie. Et Pillsbury joue cavalier B8 avec l'idée à la fois de défendre A6 et de jouer cavalier C6. Mais en fait, ce coup n'est pas bon, mais évidemment, il fallait voir pourquoi. Là, la meilleure solution était certainement de jouer A5. Et comme je disais tout à l'heure, A5 empêche le cavalier d'aller en B4. Et là, vous avez des suites qui montrent que les noirs arrivent à tenir. Alors par exemple, si on joue H4, H6, alors si on joue G5, et bien là, ça peut être quand même un peu dangereux pour les blancs, parce qu'après H prend, F prend, cavalier F8, cavalier E5, roi D8, il y a quand même cavalier H7 qui est dangereux, roi D3, cavalier H7. Mais il faut faire très très attention. La liquidation des pions favorise les noirs dans cette situation. Donc si on joue A5, H4, H6, on peut envisager de jouer C6 avec l'idée aussi de jouer cavalier C5 et évidemment de jouer C7. Hein. Sur cavalier B8, il y a C7. Cavalier F8, et là on joue F5, E prend F5, cavalier F4. Alors on peut sans doute prendre en F5 avant. Roi D6. G prend F5, G prend F5, cavalier prend D5. Et oui, on ne peut pas prendre avec le roi le cavalier parce qu'il y a C7 et promotion dame. Roi C6, cavalier E7 échec, roi D7, cavalier F5, H5, E4, cavalier G6. Et on entre dans une finale qui devrait se terminer par la nulle. Alors, il y a d'autres suites qui sont à envisager. Toujours après C6, cavalier F8, F5, E prend, cavalier F4. Si on joue F prend G4, on prend échec ici. Si on joue roi D8, on joue cavalier prend. H5, et là on joue D5. Et là, les blancs vont se créer, ont une masse de pions passés centraux qui va avancer très vite et qui va faire la différence. Hein, parce que là, on peut aller sur D6. On peut aller sur E4, E5, D6, D7, C7. Enfin voilà, on peut, on peut évidemment faire le ménage. Donc là, ça peut être très dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que on propose plutôt roi D8, cavalier prend F6, H5, D5, donc ça je l'ai dit, pardon, mais c'est roi D6, cavalier prend F6, sur H5, il y a D5, mais sur roi prend C6, il y a cavalier prend G4, et là, la finale semble quand même assez bonne pour les blancs. Alors c'est un peu différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, cette position-là, parce qu'il y a le pion F6, qui permet de contrôler la poussée E4-5. Donc attention quand même. Alors il y a d'autres idées sur A5, H4. Par exemple, si on joue cavalier B8, donc l'idée de Gunsberg, eh bien là on peut jouer F5, G5, on prend, roi F3, E prend, G prend, cavalier D7, cavalier E5. Et sur cavalier prend, H5, et bien là vous avez C6, B4, F6 échec, et les blancs gagnent parce que leurs pions sont plus avancés et surtout le roi noir ne peut pas défendre les deux pions en même temps. Bon, je vous laisse après A5 examiner d'autres variantes, mais c'est évidemment après cavalier B8, vous allez voir que Pillsbury a vu la suite, et une suite qui est énorme. Et là, il va jouer une série de coups de boutoir absolument impressionnants. Premier coup, c'est F5. F5, l'idée,
c'est de détruire la structure de pion des noirs et de créer une nouvelle faiblesse, en l'occurrence le pion D5. À noter que sur cavalier B4, on joue à 5 et là c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Donc si je F5, si on prend en F5, il y a cavalier F4 et vous voyez que le pion D5 ne peut pas être protégé et les blancs vont avoir des pions passés qui vont être beaucoup plus forts, sans compter que les pions noirs vont être faibles. Et que en plus, ils peuvent tomber. A noter que sur G prend F5, si on joue G5, eh bien cette fois on attaque D5 par cavalier B4. Et donc là, on va gagner tout ça. Donc voilà la première pointe de F5. Donc Gunsberg joue G5. Et sur F prend E6, s'il y a roi prend E6, il n'y a pas de problème. Là, il joue cavalier B4. Cavalier B4. Donc là, on attaque le cavalier. Ce qui fait que là aussi, j'allais dire, les noirs se retrouvent face à un problème, c'est que faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à 5. J'allais dire, c'est le meilleur coup dans cette position. De toute façon, les noirs sont presque en position de Zugzwang, c'est-à-dire que leur cavalier, ils ne peuvent pas le jouer, sinon ils perdent du matériel. Et s'ils jouent H6, ils peuvent avoir H3, par exemple. Donc voilà. Et bien ici, évidemment, si on joue cavalier D3, E prend, G prend, cavalier C6, on constate même que les blancs ne peuvent pas passer. Et que c'est peut-être même les noirs qui peuvent avoir quelques petites chances, notamment parce que le pion F5 est faible et que les noirs ont deux pions passés potentiels, un de ce côté-là et un de ce côté-là. Mais Pillsbury, lui, joue un coup intermédiaire, c'est C6. C6, coup énorme qui permet qui permet de continuer la combinaison. On ne prend pas en B4 parce qu'il y a évidemment C7. Donc on joue roi D6. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a le pion qui est menacé, le cavalier qui est menacé. Mais Pillsbury a vu ça. Il joue F prend E6. Et là, que faire? On ne peut pas prendre le pion en E6 parce qu'il y a C7. On ne peut pas prendre en B4 parce qu'il y a E7. Roi prend C7. Donc il y a toujours les mêmes motifs. Ce qui fait que les noirs jouent cavalier prend C6. Cavalier prend C6, roi prend C6. Mais là, on est dans la position critique. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'a bien pu voir Pillsbury dans cette position pour voir ça? Parce que finalement, il n'y a pas d'avantage matériel. Il a échangé les cavaliers. Il y a le pion E6 qui va être capturé. Et les noirs ont eux-mêmes, encore une fois, le pion passé potentiel sur l'aile dame. Qu'est-ce qu'a bien pu voir Pillsbury? Pillsbury l'a vu. Il a vu, alors, est-ce qu'il a vu la suite? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les lignes que je vous donne, pour beaucoup, elles sont assez simples à calculer. Est-ce que c'est si compliqué que ça? J'allais dire, il faut en avoir l'idée de l'inspiration, mais si c'est du calcul brut, c'est pas si compliqué que ça dans la mesure où il y a peu de variantes. C'est plus difficile de calculer des variantes où vous avez plusieurs réponses possibles, 4-5 réponses possibles, et là vous ne pouvez pas calculer très loin, alors que si vous calculez, on va dire, une ligne forcée, vous pouvez la calculer sur 7, 8, 9 coups assez évident. Donc, encore une fois, comme disait Réti, quand on lui posait la question combien de coups il calculait à l'avance, il disait parfois même pas plus d'un, parce qu'il y avait tellement de possibilités. Mais là, Pillsbury, en fait, avait tout calculé. Il avait tout calculé en ligne, mais c'était des lignes assez simples, ce qui fait qu'il a pu s'y engager. Par contre, évidemment, il fallait en avoir l'idée, l'inspiration. Et ça, c'est ce qu'on appelle le génie. Alors, comment Pillsbury a procédé? Il a joué E4. Il pousse le pion. D prend E4. D5 échec.
Et là, en fait, on voit la différence des pions passés. C'est ça qui fait que Pillsbury a eu cette idée. C'est que, donc là, les noirs ont joué roi d6. Qui est le plus fort? Qui sont les plus forts? Les pions passés blancs ou les pions passés noirs? En fait, ce sont les pions passés blancs parce qu'ils sont soutenus. Et le pion E6 est soutenu par D5. D5 ne peut pas être capturé parce qu'il y a E7 dame. Alors que là, vous allez avoir des pions passés potentiels, mais ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils ne sont pas soutenus. Il va y avoir un échange. Donc là, encore une fois, en finale, dans les finales, les pions passés soutenus peuvent être plus forts que les pions passés éloignés. Et on va voir comment ça démontre. Roi E3, B4, roi prend E4, A4, roi D4. Donc là, on voit qu'on va aller chercher les pions. Et là, Günzberg va accélérer un peu sa défaite. Mais on va voir évidemment que Pillsbury avait tout vu. Donc, on va voir les deux autres lignes possibles. On va voir d'abord B3. L'idée, A prend B3, A3, c'est souvent ça. C'est le principe, moi j'appelle ça le cadrage des bordements. Au rugby, vous fixez le dernier défenseur pour permettre à l'ailier d'avoir l'horizon libre. Roi C3, F5, G prend H5. Donc c'est ça l'idée. C'est que les noirs ici vont se créer deux pions passés qui sont inarrêtables. Mais les blancs sont en avance. F6, G4, F7, roi E7, D6 échec, roi F8 et D7. Et là, de toute façon, il y a un des pions qui va faire dame. Donc ça, c'est une ligne, j'allais dire, assez simple à calculer. Roi E7 était intéressant. Donc là, les blancs continuent par roi C4, B3, A prend B3, A3, roi C3, F5, on est sur la même ligne. Mais là, la différence, après G prend F5, H5, c'est que la différence, c'est que le roi noir est en E7, et donc il est beaucoup mieux placé par rapport à D6. Si on prend la ligne ici, vous voyez, là, les blancs peuvent jouer F6, là, ils ne peuvent pas jouer F6. Mais ils poussent les pions. Voilà, B6, A2, roi D2, G3, je prends H3. Et là, on peut jouer. Alors, on peut jouer B7. Pardon. B7, dame, roi prend H2. Et là, il faut jouer. Alors, là la finale, B8, dame, B1, dame. Ok, mais ça retarde inutilement la partie. Vous jouez D6 échec. Et sur roi prend D6, vous faites B8 dame. Et ensuite, évidemment, vous contrôlez H1. Mais vous pouvez le faire tout de suite par D6. Roi prend B7. Sur roi C7, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez B8, roi prend et E7. Et après H2, vous faites promotion dame. Et avec l'échec, ça vous permet de revenir défendre la case de promotion. Donc ça, ce sont les lignes qui montrent un roi E7, c'était instructif, que les blancs gagnent. Alors ça se joue à un temps, oui, sauf que ça se joue à un temps, mais le temps, on sait qu'il est en avance pour les blancs. C'est pas non plus le fruit du hasard. Alors, on revient dans la partie après roi D4. Puis Günzberg a joué H5 avec la même idée. Alors là, A3, c'est plus vicieux parce qu'évidemment, on va jouer B3. Et sur A prend B3, il y a A2. Donc là, on va jouer roi C4, F5, H6, F4, H7. Et évidemment, le pion blanc en H7 va faire dame avant le pion F. Et Günzberg a abandonné, ce qui a permis à Pillsbury de rester seul en tête, de gagner le tournoi. D'ailleurs, Chigorin avait battu Schlechter. Et donc de remporter ce tournoi international, donc qui a été, comme j'ai dit au début de la vidéo, le plus grand tournoi de sa carrière. Voilà, Pillsbury aurait pu être champion du monde. Malheureusement, j'allais dire, la maladie l'en a empêché. Voilà, donc, mais il a été un vrai adversaire pour Lasker, qui a eu beaucoup de mal contre lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve pour l'analyse d'une prochaine partie éventuellement.